Bonjour, moi je dois vous prévenir. Tout le matin, je vous écoutais et je me disais, et moi qui va parler de la théorie du chaos, je n'ai rien à faire ni avec les post-humains, ni les transhumains. Et bon, mais voilà, vous êtes pris avec moi. Je vais donc vous présenter des graphiques et vous parler de la circulation des idées, en particulier des déplacements de la théorie du chaos. D'abord, des sciences dites exactes vers les sciences humaines et sociales et les arts, et par la suite vers le cinéma. Vous êtes prévenus. On y va. Alors, selon le philosophe Daniel Parrocchia, la théorie du chaos constitue une des trois grandes révolutions scientifiques du XXe siècle et correspond à un changement de paradigme comparable à ce qu'entraînèrent la théorie de la relativité et la mécanique quantique. Très succinctement, la théorie du chaos a pour objet l'étude des phénomènes non linéaires régis par des lois simples et déterministes dont le comportement, dans certaines conditions, devient imprédictible. Dans ce contexte, l'acception du mot « chaos » diffère fondamentalement de son utilisation dans l'usage quotidien, c'est-à-dire comme synonyme de désordre. En fait, Roger Cavaillé signale que, je cite, « l'histoire du chaos comporte en réalité deux séquences, celle de l'oubli du chaos, des origines au milieu du XXe siècle, celle actuelle du retour du chaos. » Fin de la citation. Dans la première séquence, le chaos est clairement en opposition à l'ordre. La deuxième séquence, celle du retour, correspond à la période de l'élaboration de la théorie du chaos. Dans ce sens, si nous regardons par exemple l'article séminal de Lorenz, nous trouverons qu'il y représente un système d'équations différentielles afin d'expliquer un phénomène atmosphérique. Il arrive à la conclusion que, je cite, « des conditions initiales qui diffèrent légèrement peuvent évoluer vers des états considérablement différents. Un système simple, qui représente une convection cellulaire, peut se résoudre de façon numérique. Toutes les solutions trouvées sont instables et presque toutes sont non périodiques. » Fin de la citation. Il est évident que nous nous trouvons loin de la mythologie grecque et loin aussi du langage commun. La théorie du chaos s'exprime essentiellement en langage mathématique. Il me semble que cette double acception du mot chaos joue possiblement sa part dans la diffusion de cette théorie. Dans un long article sur l'histoire de la théorie du chaos, Aubin et Dahan d'Almedico affirment que celle-ci est un phénomène d'une envergure incontestablement large. Sans se prononcer s'il s'agit ou non d'une révolution scientifique, il souligne que, je cite, « du point de vue social et culturel, le chaos est un phénomène qui dépasse les milieux scientifiques et qui est assailli par les philosophes, les vulgarisateurs scientifiques et même les gens de lettres. » Fin de la citation. Par ailleurs, ils arrivent à la conclusion que la théorie du chaos est le résultat d'une confrontation entre l'histoire de longue durée, qui trouve ses racines au XIXe siècle dans les travaux d'Henri Poincaré, et la période de reconfiguration constituée par les travaux séminaux de Lorenz, Smale, Ruel et Teikens. Tout en se concentrant sur l'histoire de la théorie du chaos dans les sciences naturelles et en particulier dans les mathématiques et la physique, Aubin et Dahan mentionnent les multiples dimensions qui participent à sa constitution. Ainsi, au niveau local, ils signalent les processus qui concernent un lieu ou une discipline en particulier, alors qu'au niveau global, ils mettent en lumière des processus qui impliquent plusieurs disciplines scientifiques, voire l'évolution socioculturelle au sens large. Dans le but d'établir l'ampleur de la propagation de la théorie du chaos, dans un article préalablement publié, j'ai étudié en premier lieu l'évolution de la dite théorie dans les sciences exactes et, en deuxième lieu, sa diffusion dans les sciences humaines, les sciences sociales et les arts. Désormais, je vais dire les sciences humaines, mais vous comprenez que ça implique les sciences sociales et les arts aussi. Alors, je vais présenter sommairement les conclusions auxquelles je suis arrivée dans cette étude et par la suite, je vais me concentrer sur le sujet de la présente analyse.
c'est-à-dire la diffusion de la théorie du chaos dans le cinéma. Encore là. Alors, afin de déterminer quel est le type d'évolution que suit la diffusion de la théorie du chaos, j'ai fait une collecte de documents dans la base de données de l'ISI Web of Knowledge. L'obtention des échantillons est basée sur deux méthodes de collecte de données. Premièrement, j'ai utilisé la méthode des mots-clés afin d'obtenir les articles qui contiennent dans le titre les mots chaos ou les troncatures et dynamique non linéaire ou les troncatures, tout ceci en anglais évidemment. Deuxièmement, en utilisant la méthode scientométrique des citations, j'ai obtenu d'une part les articles scientifiques qui citent les livres de vulgarisation de la théorie du chaos, et j'ai aussi employé cette méthode des citations pour obtenir les publications qui citent les articles séminaux de la théorie du chaos, c'est-à-dire des auteurs que j'ai mentionnés, Lawrence, Smail, Ruel et Takens. Alors, le graphique numéro 1 résume les résultats obtenus pour la période 1945-2005. Donc, ce que nous avons, c'est pas, tu peux te mettre, tu peux te mettre là-bas si tu veux. Donc, ce que nous avons, ce sont les deux échantillons SCI, ce sont les publications qui correspondent aux sciences dites exactes. Okay. Les indicateurs sont séparés par ISI. Okay. Et de l'autre côté, nous avons, vous voyez une grande différence dans la taille des échantillons, les sciences humaines, sociales et les arts. Okay. Alors, évidemment, le premier constat correspond à la différence dans la taille des échantillons. Toutes sources confondues, il y a presque 7 publications en sciences exactes pour une publication en sciences humaines. En ce qui concerne ce ratio, pour les documents qui contiennent chaos dans le titre, il atteint presque 12, et pour ceux qui contiennent dynamique non linéaire, il surmonte les 27 publications en sciences exactes pour chaque occurrence en sciences humaines. Quant à la proportion d'articles qui citent au moins un des articles séminaux, la relation est de 22 publications en sciences exactes pour chaque publication en sciences humaines. Le seul cas où nous observons une fréquence plus importante en sciences humaines par rapport aux sciences exactes correspond aux articles qui citent les livres de vulgarisation. Maintenant, par rapport... C'est assez grand? Oui. Par rapport au temps, nous voyons que les séries présentent des comportements très différents, à l'exception des publications qui citent les livres de vulgarisation. Alors, il faut faire attention parce que les échelles, vous pouvez le constater, ce ne sont pas les mêmes. Okay? Alors que pour les sciences exactes, nous allons jusqu'à 1200 publications sur l'axe des Y. Pour les sciences humaines, le maximum du graphique, c'est de 200 publications. Okay. Alors, le graphique numéro 2 correspond au nombre de publications annuelles en sciences exactes et le graphique numéro 3 en sciences humaines et sociales. Jusqu'aux années 70, le nombre de publications annuelles comportant les mots-clés chaos est assez bas pour les deux groupes d'indicateurs, ce qui indique probablement que certains articles portent sur le chaos d'après ce que Cavaillés appelle la première séquence du chaos, c'est-à-dire le désordre. À partir du milieu des années 70 et jusqu'à la moitié des années 90, nous observons que le nombre de publications croît de façon très importante dans les deux types de disciplines. Cependant, tout en se présentant en forme de scie, le nombre de publications annuelles en sciences humaines tombe à partir de cette date. Quant aux sciences exactes, après une tendance négative entre 1997 et 2000, nous observons que le nombre de publications annuelles se remet à augmenter et en 2005 se situe légèrement au-dessus du niveau atteint en 1997. Donc, essentiellement, ce que je veux dire, okay, c'est ce que vous pouvez observer directement, c'est-à-dire il y a une trajectoire clairement croissante pour les sciences exactes, alors que pour les sciences humaines et sociales, nous observons une croissance très importante et par la suite une diminution dans le nombre de publications annuelles. Tout ceci par rapport à la théorie du chaos, que ce soit les séries des publications obtenues à partir des mots-clés ou qui citent certains
textes, que ce soit des livres de vulgarisation ou les articles séminaux. Alors, ces données semblent très proches donc des résultats, heureusement, obtenus par Aubin et Dahan jusqu'en 2001. Je cite, « Le chaos s'est développé du milieu des années 70 jusqu'au milieu des années 80 et il a atteint son sommet une décennie plus tard, au début des années 90. » Fin de la citation. La croissance du nombre de publications qui contiennent dynamique non linéaire en sciences humaines et sociales n'est pas très significative, alors que pour les sciences exactes, après des hauts et des bas, dans les années 60 et 70, cette série démarre de façon remarquable à partir des années 80. Nous n'avons plus d'image. Alors, il est évident que la diffusion des dynamiques non linéaires dans les sciences humaines et sociales se fait encore plus difficilement que celle du chaos. En ce qui concerne la fréquence des publications annuelles, qui cite au moins un des articles séminaux, les sciences exactes montrent un profil qui diffère significativement de celui des sciences humaines. Tout en présentant une croissance en si, les publications en sciences exactes se multiplient depuis la fin des années 60, atteignent un sommet en 83 et un autre en 97. Par contre, les publications en sciences humaines débutent vers la fin des années 70, sont très peu nombreuses et, à partir de 97, indiquent une tendance plutôt descendante. Finalement, la fréquence des publications annuelles, qui citent les livres de vulgarisation en sciences exactes et en sciences humaines, sont similaires de plusieurs points de vue. Le volume de publications, la croissance qui commence au début des années 80 pour atteindre un sommet en 94, et la tendance décroissante par la suite. Tel que mentionné ci-dessus, cette série est la seule où le nombre de publications est plus important en sciences humaines qu'en sciences exactes. En définitive, dans les sciences humaines, les fréquences annuelles des publications des 4 échantillons montrent une décroissance depuis le milieu des années 90. Décroissance d'autant plus importante pour les deux séries qui ont expérimenté une hausse significative depuis le milieu des années 80, soit les publications contenant chaos dans le titre et celles qui citent les livres de vulgarisation. Compte tenu de ces observations, il me semble indispensable d'identifier le contexte dans lequel s'inscrit l'évolution de ces données. Évidemment, un événement qui concerne le passage de concepts entre les disciplines et qui a fait couler beaucoup d'encre à cette époque est l'affaire Sokal. Dans mon étude précédente, j'ai analysé la possible incidence de Sokal, et ce que j'appelle Sokal et ses amis, dans l'évolution du passage de la théorie du chaos dans les sciences humaines et sociales. Curieusement, les données indiquent, je vais vous montrer ça, alors la série Sokal, c'est la petite série en mauve dans le coin droit. Tiens. Je vais vous expliquer tout de suite c'est quoi la grande courbe par-dessus. Donc, les données indiquent clairement que le déclin de la diffusion interdisciplinaire du chaos commence avant l'affaire Sokal. C'est-à-dire la chute de la courbe jaune, si vous voyez, commence bien avant, quand on ne commence à citer Sokal, que l'article de Sokal, l'affaire Sokal, fasse la une. Hein. Ainsi, si nous voulons véritablement recadrer le contexte dans lequel se déroule le transfert de la théorie du chaos vers les sciences humaines et sociales, il faudrait considérer le panorama d'une façon plus globale. Dans ce sens, je reprends le terme préféré par Sokal pour nommer le phénomène auquel il s'attaque, le postmodernisme. Donc, vous l'avez déjà compris, la courbe qui est une sorte de parapluie par-dessus les autres, c'est celle de la postmodernité. Alors, il va sans dire, les concepts de postmodernisme, postmodernité, postmoderne ont été longuement discutés. Du point de vue de leur définition, le débat semble loin d'être terminé. Cependant, depuis le début des années 2000, les critiques ont proclamé son décès. Dans le graphique numéro 5 que vous voyez, j'ai rajouté donc aux séries en sciences humaines et sociales les publications qui citent Sokal au coin droit, là, ainsi que les documents qui portent sur la postmodernité ou le postmodernisme. Alors, pour le postmodernisme,
Il existe 3463 publications en sciences humaines et sociales qui, entre 1945 et 2005, contiennent postmode dans le titre. La fréquence annuelle de cet indicateur augmente très significativement entre 1979 et 1995, année où il atteint le sommet de 276 publications. Suite à des hauts et des bas entre 96 et 99, cette série est clairement décroissante à partir de l'année 2000. Sans vouloir établir une causalité directe entre les différents phénomènes représentés par ces courbes, nous observons que les séries qui contiennent postmode et chaos, ainsi que celles des publications qui citent les livres de vulgarisation, décrivent une montée et un déclin. Le sommet de ces trois trajectoires est atteint en 1995, 1994 et 1993 respectivement, donc bien avant l'affaire Sokal. Alors que les séries reliées à ce dernier atteignent leur sommet en 1999, nous observons la tombée définitive des autres séries. En 1999, les données post-mode, en 2001, la série des livres de vulgarisation et en 2002, celle du chaos. Ainsi, la déchéance du passage de la théorie du chaos vers les sciences humaines et sociales, mesurée par la fréquence du mot-clé chaos et par les citations des livres de vulgarisation, précède légèrement celle du post-mode. Ce déclin est aussi antérieur à la montée des citations à Sokal. Bref, nous pouvons affirmer que, premièrement, compte tenu du haut pourcentage que représentent les publications qui contiennent chaos dans les titres, dans les sciences humaines vis-à-vis les sciences exactes, il est fort possible que, dans plusieurs disciplines d'accueil, le terme soit employé dans son acception d'origine, c'est-à-dire en tant que synonyme de désordre. Le grand volume d'articles en sciences humaines et sociales qui citent les livres de vulgarisation plutôt que les articles séminaux indique, en second lieu, qu'il s'agit d'un transfert métaphorique et non nécessairement précis des concepts issus des sciences exactes. Il s'agit en conséquence d'un phénomène de propagation temporaire qui, suite à une augmentation passagère du nombre de publications sur le sujet, se trouve dans une phase de déclin. Finalement, ce phénomène s'inscrit dans un moment particulier du contexte culturel, celui du postmodernisme. Maintenant, par rapport au cinéma. Dans la continuité de mes recherches sur la diffusion de la théorie du chaos dans la culture, le moment est venu de repérer et d'analyser la présence du discours provenant de cette spécialité scientifique dans le cinéma contemporain. La première étape correspond, encore une fois, évidemment, à la collecte des données, c'est-à-dire la constitution d'un corpus de films où l'on retrouve des références à la théorie analysée. Dans ce but, j'ai utilisé deux types de bases de données. Premièrement, j'ai interrogé le Internet Movie Database afin d'y repérer directement les films qui contiennent dans le titre ou dans les descripteurs les mots-clés associés à la théorie du chaos. Cependant, compte tenu que nous nous sommes considérablement éloignés des sciences, j'ai dû ajuster les mots-clés à un langage plus populaire. Ok, donc en effet, on doit oublier des choses comme les dynamiques non linéaires, parce que ça ne donne aucun résultat dans la base imdb.com. En même temps, dans ces nouvelles bases de données, il n'est plus question de repérer les documents qui citent les livres de vulgarisation et encore moins les articles séminaux de la théorie du chaos. Désormais, les termes recherchés sont théorie du chaos, effet papillon, fractal, bifurcation, attracteur étrange. Deuxièmement, en utilisant ces mots-clés, j'ai fouillé les bases de données MLA et Project Muse dans le but d'obtenir des textes critiques qui portent sur la théorie du chaos et le cinéma. Ainsi, j'ai identifié les films que la critique associe à la théorie du chaos. L'échantillon total, limité au long métrage de fiction, parce qu'il y a plein de documentaires où on essaye de nous expliquer c'est quoi la théorie du chaos, avec de très belles images, bien sûr. Mais je n'ai pas pris ça en compte, j'ai pris seulement les longs métrages. Alors, nous avons donc 34 films. Le plus grand pourcentage correspond à la théorie du chaos. Cette fois-ci, il a changé. Ensuite, à la bifurcation, suivie de l'effet papillon et des fractales. Il n'y a aucun long métrage associé aux attracteurs étranges. Le premier film date de 1987. Qui est Blind Chance de Kieślowski. Et le plus grand nombre est atteint en 1998. Le plus grand nombre de films a été réalisé aux États-Unis, suivi de productions multiples, qui impliquent plusieurs pays.
En ce qui concerne les genres, il y a évidemment des chevauchements. Il y a des films qui appartiennent à plusieurs catégories. Le plus grand pourcentage s'inscrit dans les drames, suivis des films romantiques et de suspense. Maintenant, quant aux modalités de circulation des concepts chaotiques dans le cinéma. Alors, le nombre de films qui entretient des liens avec la théorie du chaos n'est pas immense, j'en conviens. Cependant, il me semble que ce corpus est assez significatif pour nous permettre d'affirmer qu'il y a une certaine diffusion de cette théorie dans le cinéma. Cependant, ce serait trop simple de s'arrêter à ce stade. Je considère qu'il est essentiel maintenant de se pencher sur les modalités de circulation des concepts. En particulier, je voudrais mettre en lumière comment le langage cinématographique, c'est absolument évident, mais le langage cinématographique diffère du discours scientifique. Dans ce sens, il est nécessaire de prendre en considération les risques de la postmodernité, tels que soulignés par Jacques Bouvresse, qui n'arrête pas de nous dire « faites attention, il y a une certaine tendance vers les glissements analogiques ». Ainsi, la seule chose que nous pouvons affirmer pour l'instant, c'est que certains termes surgis dans le contexte scientifique de la théorie du chaos se retrouvent dans quelques réalisations cinématographiques contemporaines. Il faut cependant explorer les figures dans lesquelles s'inscrivent ces termes. En suivant le philosophe Olivier Reboul, sommes-nous devant des figures de mots, de sens, de construction ou de pensée? Ou bien, il n'est pas question de métaphore mais d'analogie? Et si c'est le cas, en nous basant cette fois-ci sur le schéma de Michel de Coster, s'agit-il d'analogies discursives, méthodologiques ou théoriques? Ou bien, finalement, devons-nous reconnaître l'existence d'une frontière infranchissable entre les sciences et les arts, situation qui nous forcerait à accepter que, malgré tous les efforts des cinéastes, il ne s'agit que de glissements analogiques, pour employer le terme de Dominique Terré? Évidemment, afin de déterminer la qualité des transferts conceptuels, le seul moyen d'y parvenir est de visionner les films et d'y repérer les liens avec les concepts chaotiques. Ainsi, suite au visionnement de plus de 80% des films de l'échantillon, j'ai constaté certaines récurrences. Dans plusieurs films, un des personnages est un scientifique qui travaille sur des systèmes dynamiques non-linéaires et cite directement ou indirectement certains des termes reliés à la théorie du chaos. Dans d'autres cas, ce n'est pas un scientifique, mais un ou plusieurs personnages qui y font référence. Donc, j'ai reclassé, si vous voulez, les films, non plus d'après les mots-clés, grâce auxquels je les avais obtenus, mais selon ce que l'on trouve en tant que contenu des films. Un autre groupe de films met en scène des simulations où nous observons des vies alternatives. Simulations, évidemment, entre guillemets. Finalement, dans un certain nombre de films, il est question de voyage dans le temps. Parfois, ces catégories se superposent. Et finalement, il y a un petit nombre de films que j'ai trouvé absolument inclassables. Je ne sais même pas pourquoi quelqu'un a vu qu'il y avait des relations entre ces films et la théorie du chaos. Donc, par exemple, dans le film Takeshi, il y a un personnage en plusieurs versions. Parfois il est blanc, parfois il ne l'est pas. Et ce sont des récurrences, mais est-ce qu'on essaie de nous refiler ça comme des fractales? Je reste là parce que ça ne donne pas, on ne peut pas aller plus loin que ça. Ensuite, bon, il y a 4 films où il est question de voyage dans le temps. C'est particulièrement le cas de la trilogie The Butterfly Effect, 1, 2 et 3. Et bon, les 7 films de ces 2 catégories correspondent clairement à des glissements analogiques par rapport à la théorie du chaos. Vous le savez très bien, la théorie du chaos n'a rien à voir avec les voyages dans le temps. Donc, tel qu'affirmé par Dominique Terré au sujet des glissements analogiques, je cite, « L'exportation d'un modèle hors de son champ d'origine n'est pas en elle-même, du seul fait qu'elle a lieu, indue, non justifiée, irrationnelle, mais elle doit s'accompagner d'une procédure de transposition afin que le modèle ne soit pas plaqué arbitrairement et incontestablement
puisque la superposition arbitraire exclut en même temps la discussion sur le domaine annexé. Malheureusement, dans les cas des films cités ci-dessus, les réalisateurs ont effectué une transposition indue et nous nous retrouvons devant des dérapages conceptuels. Lors de mon analyse, j'ai repéré 2 catégories de films où des personnages scientifiques ou non font allusion à des concepts chaotiques. Probablement, le cas le plus célèbre est celui du docteur Malcolm de Parc Jurassique. Il essaiera d'expliquer la reproduction incontrôlée des dinosaures avec des modèles dynamiques, mais malgré ses connaissances, il affirme, je cite, « Il y a un autre exemple. Vous voyez, je suis ici tout seul, à me parler à moi-même. Ça c'est le chaos. » Fin de la citation. Cette citation met en évidence la méprise du scientifique par rapport à la théorie du chaos. Un autre cas de savant qui fait l'étalage de son ignorance est le jeune mathématicien de Pi. Dans ce cas, le réalisateur a raté sa cible de peu, mais l'obsession de Max Cohen avec certains chiffres renvoie à Fibonacci plutôt qu'au système dynamique non linéaire. Dans The Avengers, le scientifique mis en scène est un savant fou qui se sert de la météorologie pour contrôler le monde. Dans les 2 autres films, les scientifiques sont là pour, apparemment, appuyer la logique causale du déroulement des événements. Cependant, l'effet n'est pas très convaincant. En ce qui concerne les films où les personnages citent des concepts chaotiques, nous avons un spectre très large qui va de la parodie du discours scientifique proposé dans la comédie espagnole au joueur compulsif de The Good Thief qui cite à maintes reprises la théorie du chaos pour expliquer sa méthode de voler le casino. Mais tout ce qu'il fait, c'est dire « c'est la théorie du chaos, c'est la théorie du chaos », mais il n'explique pas pourquoi. Okay. Il va faire sauter la roulette à cause de la théorie du chaos. Hein? Parmi ce groupe, 2 réalisations méritent une mention spéciale. Premièrement, dans The Tesseract, la psychologue explique qu'en apparence, tout est aléatoire et chaotique, mais qu'il y a un plan. Elle va pousser très loin l'image de l'effet papillon en affirmant, je cite, « Un papillon bat des ailes aux nazis et un garçon meurt à Londres. » Fin de la citation. Il s'agit d'un exemple très clair, encore une fois, de glissement analogique. Dans le film Chaos, un policier découvre que tous les événements qui ont provoqué la mort de plusieurs de ses coéquipiers ont été soigneusement planifiés en suivant la théorie du chaos. En fait, il trouve la solution du mystère lorsqu'il découvre un exemplaire du livre de vulgarisation de James Gleick avec de nombreuses annotations. Alors, tout à coup, la découverte de ce livre explique comment il y avait quelqu'un, un méchant, qui a planifié et qui s'est servi dans le film de la théorie du chaos pour assassiner plusieurs policiers. Bon, finalement, à l'exception des films fantaisistes Groundhog Day et The Family Man, la catégorie simulation contient les rapprochements cinématographiques les plus intéressants de la théorie du chaos. En particulier, Blind Chance, c'est le film de Kieślowski, et Run Lola Run constituent des métaphores assez percutantes de la sensibilité aux conditions initiales qui se trouvent à la base des phénomènes chaotiques. J'imagine que vous connaissez plus ou moins, au moins Run Lola Run, où il y a 3 versions dans la même histoire. Ce qu'on modifie, c'est initialement, lorsque la jeune femme commence à courir, on modifie un obstacle qu'elle doit sauter au début, puis toute la trajectoire va être modifiée. Dans le film de Kieślowski, c'est un jeune homme qui va prendre un train, okay, et il y a 3 versions, encore une fois, de sa vie, selon s'il arrive à prendre le train ou s'il le rate. Okay. Le film Mr. Nobody mérite une mention particulière. Situé dans un monde futuriste, et peut-être comme ça vous allez me pardonner parce que finalement je vais parler un petit peu des post-humains. Okay. Situé dans un monde futuriste, Mr. Nobody est le dernier mortel et se prépare à fêter ses 118 ans. En principe, le film est composé d'une série de flashbacks qui correspondent aux vies alternatives de Nemo Nobody, personnage qui aurait résisté à l'obligation de faire des choix et d'avoir une seule vie. Cependant, à la fin du film, nous découvrons que ces vies correspondent à des prédictions élaborées par le jeune Nemo lorsque, à l'âge de 9 ans,
il doit choisir entre vivre en Angleterre avec son père ou au Canada avec sa mère. Afin de se décider, il va imaginer toutes les options possibles jusqu'à ses 118 ans. Parsemé de métaphores chaotiques d'une grande finesse esthétique, ce film représente, d'après moi, une magnifique analogie cinématographique de la théorie du chaos. Retournons maintenant à l'idée de circulation des concepts scientifiques dans la culture. Si nous observons le nombre de votes que chaque film a obtenu dans imdb.com, nous constatons que Le Parc Jurassique, Le Jour de la Marmotte et L'Effet Papillon sont les films les plus populaires de l'échantillon. Comme nous l'avons remarqué lors de l'analyse, il s'agit de 3 œuvres cinématographiques qui se distinguent par les glissements analogiques. Ainsi, nous devons nous rendre à l'évidence. Plutôt que la science, ce qui circule dans la culture correspond majoritairement à des mutations de concepts scientifiques, situation qui peut, sans aucun doute, provoquer certaines inquiétudes. Bref, la question est la suivante. Que se passe-t-il lorsqu'on essaye de faire le passage du système d'équations différentielles de Lorentz à un film comme Mr. Nobody, dans le meilleur des cas? Merci de votre patience.